Alors, bonjour tout le monde. Alors, il est 9 heures en ce beau 1er de mai 2022. Alors, on va placer les choses en place. Et voilà. C'est merveilleux. On va prendre le diaporama. Et voilà. Alors, ben, ce matin, voici le plan de la présentation. On va faire un petit retour sur nos 3 premiers épisodes parce que j'ai remarqué qu'il y avait beaucoup de matériel et puis c'était comme pour se remettre dedans, là, de comprendre, de se remettre à l'époque, là, comment ça se passait. Alors, j'ai pensé que c'était une bonne idée de revenir en arrière pour aller à l'avant. Ça va porter aujourd'hui sur les grades. Puis là, je m'interrogeais, c'était comme la progression dans les grades. Alors, on a les Kiyou, les Dan. Qu'est-ce qui fait qu'un individu devient haut gradé? Comment ça se passe? Pourquoi il y en a d'autres qui vont décider d'arrêter à leur Shodan? Il y en a qui n'atteindront jamais la ceinture noire. Alors je m'étais interrogé là-dessus, puis qu'est-ce qui faisait qu'il y en avait qui progressaient, puis il y en avait d'autres qui décidaient, qui avaient accompli, qu'est-ce qu'ils avaient accompli, puis qui arrêtent. Alors, ça va être qu'est-ce que je vais exploiter ce matin. Puis pour faire ça, j'ai trouvé, comment je faisais ça, là, le fil conducteur là, qui nous amène à réfléchir pourquoi les gens progressent dans le judo. Alors, puis là-dessus, c'est ça, on va parler des niveaux de judo, c'est un concept là, qui avait été mis de l'avant là, par Kano Jigoro. J'ai appris que bon, Shingitai, ça ne vient pas tout à fait de Jigoro Kano. Il l'avait formulé d'une autre façon, qui appelait ça ces 3 grosses mailles. Et on verra qui a mis de l'avant le mot Shingitai, d'où ça vient. Et puis, rapidement, on va passer les valeurs du code moral de judo. Alors, comment ça s'est développé, puis comment c'est arrivé à dans l'état de qu'est-ce que c'est aujourd'hui. Puis ensuite de ça, je ne ferai pas de morale pour les professeurs, je n'oserais jamais faire ça, mais je vais vous donner probablement une référence, une lecture qui pourra vous amener à réfléchir là, sur votre rôle de professeur. C'est des écrits là, de Kano Jigoro à l'époque sur comment il voyait ses professeurs, comment il les considérait, comment il les trouvait importants. Et puis, on va terminer avec une conclusion là, en essayant de se définir ce serait quoi la mission du judo, quoi. Alors, on est parti. Alors, les takeaways, qu'est-ce qu'on a à retirer de l'épisode numéro 1? Alors, c'est encore là, je reviens là-dessus, des questions. Quand il y a un candidat qui se présente pour l'obtention d'un grade, on est là, on est assis, on est là pour juger. On voit que son physique est convenable, qu'il a des compétences techniques. Et puis là, évidemment, dans l'espace de 20 minutes, on a beaucoup de difficultés à apprécier là, son mental. Alors, la partie Shin de Shingitai. Alors, là, on dit, bon, dans sa pratique, les ceintures marron, 3, 4, 5 ans, est-ce que son sensei a eu le temps de lui transmettre les enseignements nécessaires au développement de la partie mentale pour devenir un bon judoka? En bout de ligne, une bonne personne. Puis ensuite de ça, on peut s'interroger qu'est-ce qu'une bonne personne? Puis l'objectif ultime du judo, en bout de ligne, c'est de former des bonnes personnes et puis là, on peut avancer, des bonnes personnes. C'est des gens qui vont contribuer là,
à la société. Alors, ça pourrait être une définition. Et puis, on peut se poser la question aussi, est-ce que son sensei, directeur technique, a lui-même assimilé ses connaissances pour les transmettre à ses élèves? Alors, et là nous, en tant que juges, pour donner le grade de ceinture noire là, à cet aspirant ceinture noire-là, ben, on se base aujourd'hui sur son physique, la partie physique, la partie technique. Puis, est-ce qu'on pourrait voir comment on pourrait évoluer là-dedans? Est-ce qu'on pourrait apporter des changements? Alors, puis là, ben, je me dis, bon, moi aussi, ben, alors l'esprit judo, là, quand on dit l'esprit judo, être un judoka, qu'est-ce que ça veut dire? Là, j'ai dit, ben, on va remonter dans le passé, puis on va aller voir là, comment ça s'était développé, cette affaire-là. Alors, ben, c'est ça. Ça fait que je vous ai souvenez, dans le premier épisode, on a tourné au début, là, la période Aumône, moins 660 ans avant Jésus-Christ. Alors, et c'est l'arrivée de la mise en place du système impérial japonais. Alors, on avait parlé là, du premier empereur qui s'était mis en place, qui descendait de demi-dieux et de dieux. Alors, je n'étais pas là à cette époque-là, mais il paraît qu'il y avait des dieux qui étaient sur la Terre. Alors, ça commençait de même. Puis aujourd'hui, ben, il y a l'empereur Naruhito qui est en place depuis 2019. C'est le 126e empereur. Et c'est la plus vieille monarchie dans le monde. Alors, on parle de 2600, ce matin, je faisais le calcul, là, 2682 ans que le système impérial existe au Japon. Alors, c'est assez ouais, impressionnant. Alors, bon, c'était un peu qu'est-ce que je viens de vous conter, l'histoire. C'est moins 660 avant Jésus-Christ. La fondation de la capitale, alors Edo, ça apparaît vers 300 ans avant Jésus-Christ. Alors, quand vous allez à Tokyo, vous avez une ville qui a 2300 ans. C'est quand même... il s'est passé beaucoup de choses pendant ce temps-là. Les années 500, 700, du bouddhisme au Japon. La période Nara, la cour impériale, elle tentait de reproduire ce qui se passait, ils copiaient sur ce qui se passait en Chine. Alors, et puis c'est là qu'ils ont mis en place des lois. Alors, les Tsuryo qui ont été très modifiés. Puis aussi, ben, c'est là aussi, à cette époque-là, qu'il y avait des clans qui se sont formés, puis que l'empereur leur a donné des domaines pour exploiter. Alors, la période Henan, on parle de deux facteurs qui ont constitué la classe guerrière à cette époque-là. Alors, la volonté impériale de protéger et de conquérir là, les terres qui étaient plus au nord, les Hainu et les Michi. Et puis aussi, ben, il y a eu la création, comme je disais tantôt, des Shohan. C'était des terres, des domaines que l'empereur attribuait là, à ses amis. Et là, il s'est développé ces domaines-là. Alors, il fallait qu'ils protègent leur domaine. Alors, il y avait besoin entre guillemets, de soldats pour protéger ça. Puis aussi, ben, ça allait évoluer dans le temps. Ça fait que il y avait des propriétaires de ces domaines-là qui se sont appelés les daimos, qui en voulaient plus de territoire. Ça fait qu'ils allaient chicaner avec leurs voisins. Puis, alors, il s'est mis en place une classe guerrière. Et puis, bon, ça s'appelait les Bushidan. Alors, l'époque Kamakura, le premier shogunat. Alors, Minamoto no Yoritomo devient premier shogun en 1192. Alors, c'est quelqu'un qui sort du lot. On voit ici la carte, là, on parle de 1570, juste avant que les chicanes pognent. Alors, on voit que c'est très fragmenté. On a beaucoup de territoires qui sont occupés par différents clans, différentes familles.
le pouvoir de l'empereur a été transféré justement au shogun pour qu'il s'occupe de la politique et d'essayer de unifier tout ce pays-là qui est très, très fragmenté. Alors, il y a eu deux shogunats, 1185 à 1333. Après ça, une chicane, 1333-1336, qui a duré 3 ans. Un nouveau shogun qui a pris la place. Alors, les Ashigaya qui sont mis en place. Et ça a duré jusqu'en 1570. Et il est arrivé la période Azuchi Momoyama qui a duré une trentaine d'années. Et là, si vous allez sur Netflix, Le temps des samouraïs, les origines sanglantes du Japon, c'est cette période-là qui est comptée en 6 épisodes. C'est vraiment sanglant. Ça chicane, ça se bat. La beauté de la patente, c'est qu'en 1603, ben, il y en a celui qui est venu à bout de tout réunir le Japon. Puis c'est Tokugawa Ieyasu qui est sorti du lot, qui a mis ça en place, qui a eu une période de paix qui s'est mise en place, qui a duré 250 ans. Alors, on parle de la période Edo, de 1603 à 1868. Et là, ben, c'est l'époque moi j'appelle ça l'époque des samouraïs au chômage. Il n'y a plus de guerre, il n'y a plus de chicane. Qu'est-ce qu'on fait avec nos samouraïs? Alors, ben, ils ont trouvé comme ils ont été intelligents pour être capables de leur trouver une nouvelle mission. Alors, ils sont à la tête de ce gouvernement-là. Le pays est divisé en 6 classes. Alors, les samouraïs qui siègent au top de la pyramide. On a les paysans, les artisans, les marchands. Et les 2 dernières classes, c'est les parias et les intouchables. Alors, il y avait ça aussi, comme on trouve ça là, aux Indes aussi. Ça fait que c'est ça. Alors, c'est à cette époque-là aussi qu'il y a beaucoup de ces samouraïs-là qui se sont établis, qui ont fait des écoles. Alors, des écoles d'arts martiaux. On parle de 725 styles officiellement reconnus par le gouvernement à cette époque-là. Et si on parle du domaine de Jiu-Jitsu, on parle plus qu'une centaine d'écoles qui existaient là, à l'époque. Alors, dans l'épisode 1, l'ère Meiji, la réforme Meiji. Alors, l'empereur décide que lui, il faut s'ouvrir au monde. Ça fait 250 ans là, que le pays est fermé. La population est passée de 12 millions à 30 millions. Ça a causé des famines épouvantables là, au Japon. L'économie est auto-tracite, renfermée sur elle-même. Alors, la décision a été prise à l'époque là, par l'empereur. On va s'ouvrir au monde. Alors, mais là, vous avez les samouraïs qui sont au pouvoir depuis 700-800 ans. Ils ne sont pas tellement pour ça, là, de perdre leur pouvoir. Mais finalement, la décision est prise. Et, bon, si vous allez encore là, il y a le film Le Dernier Samouraï, là, avec Tom Cruise, qui explique là, la fin des samouraïs là, dans ce film-là. J'avoue un peu triste là, de l'histoire du Japon, mais le Japon ne serait pas ce qu'il est aujourd'hui s'il était resté dans ce système-là. Alors, et là ben, on avait vu que c'était à cette époque-là. Jigoro Kano est venu au monde en 1860, alors 1868, 1870, une dizaine d'années. Puis lui, ben, il voudrait apprendre les arts martiaux, mais
c'est vraiment pas populaire là, à cette époque-là. Alors, ça a amené la conclusion là, du premier épisode. Puis là, on était arrivé à le deuxième épisode. Alors, on a passé au travers de ça tantôt, les shogunats, la fin des samouraïs. Alors, le contexte, comme je disais tantôt, la fondation d'une nouvelle école d'arts martiaux. Alors, à cette époque-là, si tu te promenais sur la rue et tu cherchais une école, c'était comme est-ce que vous avez la lettre? Ou tu disais à quelqu'un j'ai la lettre, ça fait que tout le monde se sauvait. C'était très mal vu là, de faire des arts martiaux à cette époque-là, dans ce contexte-là. Par contre, il était capable quand même après des recherches, il a cherché très fort, le Jigoro, pour retrouver une école. Alors, c'est dans ce contexte-là aussi que lui-même a ouvert son école en 1882. Rapidement, on avait passé à travers en connaître un peu plus sur Jigoro Kano. Alors, sa date de naissance, c'est le 10 décembre 1860 et non quand on parle du 28e jour du 10e mois de l'an 1. Nous, on fait référence à la fête du judo le 28 octobre. C'est la fête de Jigoro Kano. Mais c'est pas tout à fait vrai. Lui, il est né le 10 décembre. Alors, on parle de sa famille, son père, sa mère. Juin 1873, il commence à s'intéresser au jujutsu, mais là, son père dit non. Il dit non, t'en fais pas de ça, moi, de mettre en guillemets, là, c'est pas à mode. Alors, je te recommande pas de faire ça, mais lui, il veut vraiment en faire. Fait qu'en 1877, après des recherches, comme je vous le disais, intenses, il s'est trouvé une école. La première école qu'il a trouvée, c'est l'école de Tenjin Shinryo, avec le maître Fukuda à Shinosuke. Bon, alors, puis là, les traits de caractère de Jigoro Kano. Alors, c'est évidemment une personne qui est très intelligente, douée à l'école, rationnel, persévérant. On dit soupe au lait, il choque, il contrôle mal ses émotions. Alors, il est colérique et c'est un petit gabarit. Alors, on parle de 1,57 m, 45 kg. Est-ce qu'il était victime d'intimidation? Probablement. Mais il avait de la misère à faire son point quand il parlait. Et ça, c'était très frustrant pour lui. Alors, l'idée pour lui d'aller suivre des cours d'arts martiaux, mais c'était d'être capable de se développer. En bout de ligne, c'était d'être capable de se défendre. Alors, ses motivations, bon, et voilà, c'est comme il veut se construire une plus grande force physique, il veut peut-être être méprisé, intimidé. Alors, il est motivé vraiment par le premier niveau des arts martiaux, à apprendre des techniques d'attaque de défense. Alors, bon, on l'a vu, son sensei en 1879 est décédé. Et puis, il arrive son deuxième sensei. En 1881, après la mort de son deuxième sensei, il commence l'étude à une autre école, alors l'école de Kito, avec sensei Konen. Alors, c'est la base de Judo Kodokan, c'est l'étude auprès de ces deux écoles-là. Alors, dans le Kito-Ryu, beaucoup plus axé là, sur le randori, les principes des Kozushi. On parle de l'école de Kito-Ryu. C'est l'école qui avait développé aussi le Koshiki no Kata, qu'on trouve encore aujourd'hui à l'intérieur du Kodokan Judo. Qu'est-ce qu'on pourrait dire aussi, c'est que les documents de l'école Kito-Ryu ont été donnés à Jigoro Kano. Le Tensho de son sensei, Ikubo Konen lui a remis ça. Et cette école-là a été intégrée là, dans le judo Kodokan. Alors, en 1882, on a vu la fondation du Kodokan, des débuts très modestes, 8-9 étudiants, des jeunes, c'est comme ça, dans un petit dojo avec quelques tatamis. Là.
Lui, sa motivation, c'était reproduire l'expérience. Alors, pendant les 5 années, 6 années qu'il avait pratiqué les arts martiaux, ça avait fait des transformations là, à l'intérieur de lui là, qui étaient très importantes. Premièrement, la première qui est facile à voir, c'est son physique avait évolué. Puis aussi, mais son tempérament, son caractère avait changé. Alors, Jigoro Kano, qui était une personne colérique, qui n'était pas à l'écoute, était devenu accepter des autres, respecter les autres, et était capable de communiquer avec les gens. Il avait trouvé ça fantastique. Quand on lit son histoire, on comprend pas tout à fait comment ça se passe à l'intérieur. Alors, sa conclusion, c'est pratiquer. Et cassez-vous pas la tête, ça va se produire. Alors, il faut avoir, comment je pourrais dire ça, la foi dans la pratique du judo pour se transformer. Alors, la conclusion, en 1882, Kano Jigoro, il ne sait pas encore, mais il a le pressentiment qu'il était créé quelque chose de plus grand que lui, le premier art martial moderne, dont l'objectif n'est plus de combattre victorieusement, ni de se combattre soi-même, mais d'élever l'homme pour mieux servir l'humanité. Faire de notre monde un monde meilleur. La période, après ça, on a passé l'épisode numéro 3. Alors là, on a parlé de Kodokan Judo. Comment ça allait évoluer dans le temps. Qu'est-ce que ça voulait dire, Kodokan Judo? Alors, le Kodokan, c'est le lieu où on rend le principe manifeste et le principe judo, la voie de la souplesse. Et on parle du principe d'adaptation. Et on verra aujourd'hui, ça commence avec le principe de l'adaptation. Le Junori. Alors, la méthode pour révéler le principe, comme je disais tantôt, c'est la pratique. Alors, pratiquer tous les jours et vous allez voir l'effet que ça va produire dans les 3 dimensions qu'on a parlé tantôt, dans l'esprit, dans le corps, et vous allez apprendre la technique aussi. Son école, le judo, Kodokan Judo, Kano a fait est parti avec un postulat. Alors, faire le choix de la faiblesse. Alors, lui, son postulat de départ, c'est toi, tu es plus faible que l'autre qui est en avant de toi. Bien, il faut que tu sois capable de t'adapter, d'être créatif pour pouvoir combattre cette personne-là qui est plus forte que toi et d'être capable de la vaincre. Alors, c'est là qu'on parle la faiblesse peut vaincre le plus fort. Le souple peut remporter sur le rigide. Alors, c'est des mots qui ont été développés à cette époque-là, des phrases pleines de sens qui ont été développées à cette époque-là. Alors, ce que j'ai trouvé d'intérêt, les expressions à retenir. Alors, je suis pas là à dire comme il faut, Shujio ou Shugyo. Alors, c'est un entraînement intense. C'est pratique à 6. Alors, le corps et l'esprit, on cherche à tendre vers une perfection. Shuari aussi. Alors, Shuari, c'est apprendre les fondamentaux dans Shu, dans A, casser avec la tradition. Alors, commencer à adapter le mouvement, la technique à nous pour finalement, Harry, après l'avoir beaucoup pratiqué, de se l'approprier, de la mettre à travers, que notre corps soit capable de rendre la technique. Alors, bon, pratiquer le judo, c'est quoi? C'est un aller-retour entre la théorie et la pratique. La pratique influençant la théorie. Pratiquer, c'est le choix conscient
constant d'être à la recherche de l'approfondissement. Mettant en pratique le principe Junori, principe d'adaptation, le principe de la faiblesse où on doit s'adapter pour pouvoir vaincre. Et aussi avec la pratique, comme je disais tantôt, les changements vont s'en venir dans vous. Alors, vous êtes tous des pratiquants qui ont des années et des années d'entraînement. Alors, vous avez vu cette évolution-là. Et ça s'est fait de façon naturelle. Alors, bon, on parlait des conditions de la pratique. Comme j'ai tantôt passé ça. Alors, on va évoluer là, dans les 3 dimensions, le corps, la technique, l'esprit. Conditions de la pratique. Alors, la pratique, c'est d'utiliser cette force physique de la façon la plus efficiente et efficace possible et de continuer de s'améliorer. Alors, le plus important n'est pas de pouvoir dégager une grande force, mais de bien utiliser celle que l'on dispose. C'est la pratique qui le permet, et c'est pourquoi il est possible de continuer sa pratique, même si notre corps, en vieillissant, perd de sa puissance. Bon, Shingitai, je vais passer rapidement parce qu'on va en reparler tantôt, mais c'est l'expression qui était utilisée là, par Jigoro Kano, c'était les 3 grosses mailles on devait se développer à travers de ça. Alors, lui, il parlait plus d'éducation physique, il parlait de technique, puis il parlait aussi d'avoir un esprit, bon esprit avec une bonne morale et d'évoluer dans ces 3 dimensions-là. Alors, on avait parlé aussi des domaines de pratique. Alors, il y en avait 2 pour le corps. On parlait des katas, des randonnées. Puis, il y en avait 2 pour l'esprit. Alors, le Mondo et le Kogi. Alors, la technique, bon, c'est évidemment, comment je faisais ça? Je ne sais pas, c'est pas il a fait évoluer les techniques, mais c'est des techniques qui existaient. Et puis, ça vient des anciennes écoles de Jiu-Jitsu, principalement les 2 dans lesquelles il étudiait. Et aussi, il a beaucoup échangé avec d'autres sensei de d'autres écoles. Alors, le judo a été bonifié de toutes ces techniques-là. Alors, on a parlé des familles de techniques, dans Nagewaza, dans le Katamiwaza aussi, dans les frappes. Donc, on trouve surtout au niveau des katas. Alors, la conclusion de l'épisode numéro 3, c'est on pourrait comparer la méthode de Kodokan Judo à l'écriture. Le kata, c'est comme la grammaire. Le randori, c'est comme la composition. Les waza, ce sont les mots. Le mondo et le kogi, ce sont les sources d'inspiration qui nous permettent d'attacher les mots pour en faire toute une histoire. Alors, on avait terminé en disant Kodokan Judo, une histoire sans fin. Alors, on commence la présentation aujourd'hui, les grades. Alors, les grades, le système de grades en Jujutsu, on parlait principalement de trois principales classes de pratiquants. Alors, on avait les Moku Roku. Alors, ça te permettait d'être enregistré dans l'école. Alors, c'était comme l'enregistrement. Tu débutais ta pratique dans cette école-là. Alors, c'était le titre que tu avais. Après ça, le prochain titre, c'était Menkyo. Alors, Menkyo, quand tu avais pratiqué pendant quelques années ou plusieurs années, le Kaidun t'attribuait le titre de Menkyo
et ça te donnait l'autorisation de pouvoir enseigner les techniques de cette école-là. Et après ça, tu avais le Kaiden. C'est lui qui détenait les documents, parce qu'il y avait toujours des documents qui étaient rattachés à une école qui expliquaient les techniques enseignées dans cette école-là. Et c'est lui qui était le propriétaire de ça. Alors, bon, ici, j'explique un peu plus bon, chacun des termes. Finalement, ben, Jigoro Kano, quand il est parti de son école, a mis en place un système de grades qui était différent de toutes les écoles de Jiu-Jitsu. Ça avait deux objectifs. Alors, le premier, c'est de faire quelque chose de différent. Et aussi de différent pour, comment je faisais ça, ne pas être, entre guillemets, identifié comme une école de Jiu-Jitsu, parce qu'on se rappelle que c'était pas très populaire, les écoles des arts martiaux. Alors, en mettant un système de grade qui est différent, ça le permettait de se différencier. Alors, ouais. Alors, à l'époque, hein, on parle des élèves qui sont dépourvus de Dan. Alors, ils sont nommés les Mudansha, et ceux qui possèdent un Dan ça deviennent des Yudensha. Et au-dessus du 5e Dan, ils sont nommés des Kodensha. Au départ, ce système possède 3 Kyu et 5 Dan et 2 couleurs. Alors, il y a la ceinture blanche pour les Kyu et la ceinture noire pour les Dan. Puis c'est vers la fin des années 20 à Londres. Alors, on parle de le Centre européen de judo dirigé par Sensei Gunji Kozumi. Il a élaboré un système de couleurs pour les Kyu. Alors, et là, on a toutes nos ceintures de couleurs. Puis, pour les amateurs de billard, de snooker, bien, vous allez remarquer que les ceintures, puis les balles qui sont sur la table de billard dans une partie de snooker sont les mêmes. Alors, on a la jaune, la couleur jaune, la couleur orange, la couleur verte, bleue. Ouais, dans le billard, il y en a la rose. La rose qui est comme notre marron. Alors, des fois, elle est rose, des fois, elle est marron. Et puis, vous avez la dernière balle qui est la noire. Alors, c'est là que le système a été développé. Et puis, ce système-là a été repris et évidemment et perfectionné par Mike Kawashi dans les années 30 en France. Alors, dans l'évolution du système d'attribution des grades, au début, évidemment, il n'y a pas des milliers, des millions de participants. Alors, c'est Kano Jigoro qui était le seul à décider là, de toute l'évolution de grades. Évidemment, il se rend compte qu'avec la croissance là, de la pratique, ça ne pourra pas durer tout le temps. Il va être un frein là, à la croissance là, de la pratique de Kodokan Judo. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il a créé des commissions qui vont être chargées d'évaluer les élèves. Alors, probablement, notre comité au Québec vient de la façon de faire. Alors, on parle de Shodan, Suzen, Itaku, Dantai. Les professeurs peuvent faire monter les élèves en Kyu librement, comme on fait aujourd'hui, mais le passage au premier Dan doit en référer à la commission d'évaluation qui tranche. Alors, jusqu'au 4e Dan, le principe reste le même, la commission étant souveraine, mais au-delà du 4e Dan, Kano Jigoro se garde le droit d'attribuer au-delà du 4e Dan les Dan subséquents. Après ça, il dit lui ou en personne ou un 10e Dan. Alors, et puis la petite note qui était écrite,
Les deux premiers, 10e dan, ont été nommés seulement en 1937. Ça veut dire qu'avant 1937, tous les pratiquants de plus que 4e dan avaient été nommés là, par Jigoro Kano. Bon, on parle de judo étant l'héritier des arts de combat anciens. On pourrait sembler logique que les grades soient attribués en fonction de la capacité du pratiquant à l'emporter sur les autres. Alors, et là, on revient sur le concept des trois grosses mailles. Alors, l'attaque, la défense, l'éducation physique et l'éducation intellectuelle et morale. Encore là, Kano Jigoro dit ce ne sont pas seulement la capacité à remporter des victoires qui compte, mais c'est de voir comment la personne évolue dans ces trois dimensions-là. Et ça, c'est très important. Puis aujourd'hui, c'est encore ça. Et si on pense que ce n'est pas encore ça, ça doit être ça. Alors, et là, on revient là, au concept d'attribution des grades. Le syllabus de Judo Canada est assez clair là-dessus. Alors, on parle le concept des grades, le Dan, très important dans le système éducatif du judo. La discipline du judo a été conçue par son fondateur, Jigoro Kano, comme un système d'éducation physique et mentale. Et l'état d'avancement du grade de judoka est une mesure pour déterminer de sa progression. Alors, plus on avance en grade, plus la personne, le candidat, le judoka qui se présente à l'examen doit avoir évolué dans ces trois dimensions-là. Et dans le syllabus, on parle de taille, de gi et de shin. Et puis, bon, on dit depuis du début de la pratique d'un judoka, généralement jusqu'à l'obtention du 3e dan, l'aspect taille, qui est le corps, est le plus important. L'aspect gi, la technique, est généralement le plus important entre les 3e et 4e dan, suivi de l'emphase sur l'aspect shin, qui est l'esprit, pour atteindre le 6e dan et les grades supérieurs. Alors, bien que ces trois aspects soient toujours présents, leurs valeurs respectives varient en fonction de la progression de l'élève. L'aspect taille est obligatoire tout au long de la progression de l'avancement des grades. Je ne sais pas, j'aurais été plus modéré sur le mot obligatoire. Je trouve que c'est... quand on avance en âge, on verra évidemment cette porte-là dans des croisements. Mais j'aurais mis probablement l'aspect taille est très, très importante ou importante là, tout au long de la progression de l'avancement des grades. Alors, j'en prends une suggestion à Daniel. Alors, d'où ça vient, ça? Il y en a un qui a son micro ouvert, et puis ça gratte. Là. Alors, est-ce qu'on pourrait fermer ton micro? Oui, OK. Alors, les grades. Alors, Shingitai, c'est Maître Haru Mishigami, un 9e dan, qui a amené cette expression-là, ou ce concept-là. Mais il n'a pas vraiment amené le concept parce que le concept existait déjà, mais pas sous la forme Shingitai. Ça n'avait pas été défini comme ça avec Kano Jigoro, mais on trouve encore là la technique, le corps et l'esprit, qui sont les... Kano Jigoro appelait ça les trois grosses mailles. Bon, Maître Haru Mishigami, Shingitai. Alors, c'est une expression qui est très utilisée aujourd'hui. Puis, à partir de là, moi, je disais, OK, on parle de Shin, le mental, l'état intérieur, les qualités de l'esprit. Puis, je pense, pour développer cette partie-là, qui est la mentale, la connaissance, la compréhension de l'application des principes de judo au sens large et l'adhésion du pratiquant aux valeurs du code moral de judo. Et évidemment, là, il faut rajouter aussi la pratique intensive, alors, et qui va produire là, ces transformations-là à l'intérieur de la personne.
Alors, on parle de GUI, savoir-faire technique, tactique, stratégie. On parle de taille, le corps, ses qualités physiques. Alors, et là, cette valeur existe dans chaque participant, mais à proportion variable selon l'âge de la santé. J'ai trouvé ce beau petit graphique-là. Là. Alors, ici, Chine, Yi, taille. On voit la partie Chine, l'esprit, se développer au fur et à mesure qu'on progresse en âge. Alors, ici, on dit que le Chine est à son apogée à 85 ans. Bon, alors, ça doit combiner toutes sortes de facteurs là-dedans. On a la partie Chine, excusez-moi, la partie GUI, qui est la technique. On peut toujours progresser dans la technique. Et là, on parle d'un apogée à 70 ans. Mais si on regarde la partie taille, l'apogée est quand même assez jeune. Dans son texte, il suggère 24 ans. Et après ça, ben, ça s'en va en décroissant. Puis c'est le fun, il l'a mis jusqu'à 100 ans. Alors, c'est très bien. Et là, on dit bien entendu, cela diffère d'un individu à l'autre. Alors, mais les tendances sont là. Alors, les grades. Bon, une première tentative d'expression. Si vous allez là, sur le Kodokan Judo Institute, le site, ils font mention là, de ces 3 niveaux de judo-là, qui est, moi je faisais ça, là, une classification là, qui avait été mise en place, là, comme je dirais les grades. C'est arbitraire. Alors, dans le niveau, ils appellent ça le niveau inférieur, niveau médian et niveau supérieur, le 3e niveau. Et puis, Volcano disait, le premier niveau, on parle de but de s'entraîner aux méthodes d'attaque et de défense. Alors, puis moi, dans ma tête, ça correspond là, au passage de la formation du judoka dans les Kyu. Alors, attaque, défense, volume intensif d'entraînement qui vont transformer son corps, qui vont modifier son esprit et qui vont lui permettre d'apprendre les techniques. Dans le niveau médian, alors on est comme ceinture noire, premier dan, deuxième dan, troisième dan, là, on peut les 4, 5. Et là, ben, c'est un perfectionnement par soi-même, par sa propre pratique, mais aussi en regardant les autres évoluer. Et là, avec la pratique encore, on aura les transformations qui vont se passer là, dans les 3 dimensions. Et le but dans le niveau médian, c'est en un mot, on fait en sorte que le corps, comme l'esprit, puisse se comporter selon notre volonté. Alors, on devient en contrôle de nos émotions, on devient et on est capable de faire passer la technique dans notre corps de façon plus, de meilleure façon. Et puis ensuite de ça, on arrive au 3e niveau, niveau supérieur. Alors là, ça fait moins ça touche moins la partie du corps, la technique. On va parler plus de l'évolution du mental et de la morale, et surtout de la contribution de l'individu à la société, puis je pourrais même dire à l'humanité. Alors, dans la mesure de nos moyens. Alors, c'est les photos qu'on retrouve là, sur le site du Kodokan Judo Institute. Alors, Kano qui fait son célèbre Kugoshi. Alors, au stade intermédiaire. Et, au niveau supérieur, alors, utiliser plus efficacement l'énergie du corps et de l'esprit acquise grâce au judo de niveau médian inférieur, et on pourrait dire que l'humanité en profite.
c'est drôle, quand on lit les traductions japonaises, les traductions, c'est comme, ça fait comme un drôle de français. Mais enfin, c'est correct. Alors, les questions à se poser, ça, je pense que c'est la slide la plus importante, là. Puis là, écoutez-la bien parce que c'est pour la partie GUI, alors on parle de la technique, la partie technique, GUI, et la partie physique, taille. C'est relativement facile de comprendre comment évoluer dans cette dimension-là. Alors, on le voit sur le judoka qui pratique. On va voir son physique évoluer, l'application de techniques à travers, qui passe à travers son corps. C'est quelque chose qui est palpable, qu'on peut voir, qu'on peut comprendre. Après ça, mais là, quand on tombe dans la partie, comme je disais tantôt, la partie de l'esprit, le shin, là, je dirais, comment faire évoluer cette partie-là pour atteindre le niveau là, de judo, le niveau de judo, de niveau supérieur. Alors, et puis là, on se souvient, on a parlé de shin d'esprit, c'est la valeur la plus difficile à attribuer. Alors, ça, c'était dans le syllabus de Judo Canada, qui eux aussi, évidemment, l'ont compris. On parle se matérialise par l'engagement envers les autres et le judo. Alors, et l'influence comme modèle auprès des autres. J'avais une autre définition de Chine dans les écrits là, de Kano. Le mental, l'état intérieur, les qualités de l'esprit passent par la connaissance, la compréhension et l'application des principes judo au sens large et l'adhésion du pratiquant aux valeurs du code moral judo. Alors, moi qu'est-ce que je suggère comme démarche quand on voudrait évoluer vers le niveau supérieur de judo, bien, il faut bien connaître, bien comprendre, bien assimiler. Alors, connaître, comprendre, assimiler et appliquer au sens large les principes du judo au dojo et dans notre vie de tous les jours. Et bien connaître et adhérer aux valeurs du code moral de judo. Et évidemment, je devrais rajouter et continuer la pratique. Alors, ça, c'est très important. Puis quand j'écoute mon ami Robert Arbour qui fait ses présentations là, sur le judo au Québec, il termine toujours en disant « Continuez votre pratique 2, 3, 4 fois par semaine. » Alors, je trouve ça merveilleux. Alors, la réflexion de Kano Jigoro sur les principes de judo. Et là, je me réfère beaucoup à la thèse de doctorat de Yves Cadeau à cet égard-là. Alors, quand Kano Jigoro a élaboré son judo, le choix de la faiblesse et ses conséquences. Alors, c'est qu'en 1882, un seul principe guide Kano Jigoro lors de la fondation du judo, et c'est le ju, qui est la voie c'est la souplesse, c'est l'adaptation. Alors, ce jus qui les reprend dans la lignée traditionnelle des jujutsu est le jus de Junori. Alors, le principe de ceux qui s'adaptent. Alors, Jigoro Kano fait remonter l'origine de la formule plus ancienne, Ju, Yoku, Go, Ose, Su. Ce qui s'adapte peut l'emporter sur ce qui est rigide. Et là, on parle de la souplesse l'emporte sur le rigide. Alors, et là, ben, c'est ce premier principe-là. Junori, c'est celui qui était au départ là, du judo Kodokan, qui a été mis en place en 1882. Qu'est-ce que j'ai trouvé intéressant, et là, c'est quelque chose que j'ai appris, c'est que le principe de Seiryoku Zenyo, qui est la bonne utilisation de l'énergie. Alors là, c'est confondant. On parle de bonne utilisation de l'énergie et on parle de meilleure utilisation de l'énergie. Et malgré tous mes efforts de comprendre la subtilité entre les deux, ça ne s'est pas démarqué. Alors, on utilise aujourd'hui, on parle de meilleure utilisation de l'énergie,
Mais on peut parler aussi de bonne utilisation de l'énergie. Et moi, je vois la différence entre les deux. Puis là, on le verra plus tard avec le troisième principe, là, qui est le principe de bénéfice mutuel. Euh, on peut avoir une meilleure utilisation d'énergie, mais qui ne sera pas nécessairement la celle qui est appropriée pour l'application du troisième principe de bénéfice mutuel. Alors, quand on combine les deux, il serait important d'avoir la bonne utilisation de l'énergie pour retirer le maximum de bénéfices mutuels. Alors, et ça ne veut pas dire que ce serait toujours la meilleure utilisation de l'énergie le matin. Ça s'est fait en janvier 1922, évidemment, si on remonte à 1915, il y avait déjà des énoncés là, qui avaient été faits par Cano, mais vraiment, là, ça s'est comme éclairci en 1922. Et le deuxième principe, le principe universel là, de Seiryoku-Osanyo a été mis en place et Jigoro Kano, dans ses écrits, dans ses communications, après ça, insistait beaucoup là, sur ce principe universel-là. Donc, OK. On va me ça. Un exemple, dans l'application du deuxième principe, dans la vie de tous les jours. Alors, OK, dans la pratique, au dojo, la meilleure application de l'énergie, on peut comprendre comment ça se fait. Puis là, ben, pourquoi? En 1882, on parlait, c'est justement du principe d'adaptation, Junori. Mais là, Jigoro Kano, il s'est aperçu que quand il se faisait enserrer ou, mettons, quand il se faisait prendre la manche, s'adapter, ben, il avait besoin d'utiliser l'énergie pour pouvoir se dégager. Alors, de là est arrivé là, dans sa pensée, de dire, ben, j'ai besoin d'énergie, mais là, si tu te fais prendre la manche comme ça, puis tu essaies de t'en dégager en poussant dessus, tu ne sortiras jamais. Alors, quand tu tires en dessus, ben, ça va être beaucoup plus facile. Et là, il disait, ben, il y aura toujours une meilleure façon de pouvoir se dégager de prise. Alors, en ayant une meilleure façon, et c'est là qu'il s'est dit, ben, la meilleure façon, c'est quand je vais utiliser le moins d'énergie possible. Et voilà. Puis là, c'est là que ça a évolué dans sa pensée. De 1882, il l'avait déjà, mais avant de le formuler, ça a pris quand même 40 ans. Alors, j'ai trouvé ça assez spécial. Ça fait que dans une application à l'extérieur du dojo, là, je parlais de tenir une manche ou de se faire encercler, à l'extérieur du dojo, c'est comme quand tu t'en vas, tu vas parler avec un interlocuteur, puis là, vous entendez pas, puis là, c'est que en bon canadien français, vous engueulez, la discussion s'enflamme. Alors, s'il y a une opposition dans ce cas-là, ben, soit que vous allez vous taper dessus, ou non, soit que vous allez vous virer de bord, vous n'allez plus vous parler. Alors, on peut voir évidemment là, dans le principe de la meilleure utilisation, si je change de méthode, que je l'écoute tranquillement, que je le laisse s'exprimer, puis qu'après ça, ben, que j'amène mes points, puis qu'après une discussion, ben, on devrait trouver quelque chose qui va nous accommoder. Alors, c'est une application là, de la meilleure utilisation d'énergie à l'extérieur, dans la vie de tous les jours. Et là bon, c'est ça. Alors, le troisième principe, 1925. Alors, Jigoro, ben, il pense à son affaire. Bon, OK, on s'adapte. On utilise notre énergie de la meilleure façon. Mais là, après ça, c'était comme, mais dans quel contexte on pourrait le faire, que ce serait vraiment la meilleure façon de le faire. Et là, il en est arrivé là, avec ce troisième principe-là de Jita no Kyoe, la prospérité de soi et des autres. Alors, ça, c'est. Et là, ça donne toute la raison là,
au judo de grandir, de s'exister, de se différencier des autres jujutsu, des autres arts martiaux. Alors, et là, c'est l'expression Jita Kyoe, que nous traduirons comme prospérité mutuelle, apparaît alors, lors de cette conférence-là. Puis là, ben, c'est en appliquant ces principes-là de meilleure utilisation ou bonne utilisation de l'énergie avec le principe de prospérité de soi et des autres. Alors, si tout le monde fait ça, mais la société ne va être que meilleure. T'sais. Alors, et là, ben, c'est ça. On parle du couple, propriété mutuelle, meilleure utilisation de l'énergie. Alors, depuis 1922, Kano Jigoro tient le principe d'action universelle, qu'il cherchait depuis toujours. Alors, c'est Ryoko, Seizen, Katsuyo, meilleure utilisation de l'énergie. On voit là que s'impose à lui la formule Jita Kyoe, prospérité mutuelle, qui répond bien à son souci de prise en compte de la société et de l'autre. Et à partir de là, ben, moi, ça m'a quand même éclairé. Parfait. Alors, il faut pas aller chercher de midi à 14 heures. C'est quoi la raison de pratiquer le judo? C'est quoi les principes qu'il faut mettre en place? Comment il faut se comporter? Moi, ça m'a beaucoup éclairé de comprendre ça. Alors, Junori, s'adapter. Le couple, Seiryoku Zenyo, meilleure utilisation de l'énergie. Jita Kyoe, prospérité mutuelle. Les principes sont là. Alors, passons maintenant là, aux valeurs du code moral de judo. Bon, les valeurs morales du code de judo, comment ça a commencé cette affaire-là? Mais on parle de, si on monte en arrière, là, le Bushido. Du Bushido découle le code moral du judo. Alors, si on parle un petit peu de Bushido, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est la voie du guerrier. Do, Bushi, c'est les guerriers. Do, c'est la voie. Le code d'honneur, la morale traditionnelle du samouraï. La plupart des samouraïs vouaient leur vie au Bushido, un code strict qui exigeait loyauté et honneur jusqu'à la mort. Si un samouraï échouait à garder son honneur, il pouvait la regagner en commettant le seppuku, que l'on connaît mieux en Occident sous le terme de harakiri. Avant l'époque Edo, alors si on parle avant 1603, le Bushido était généralement exprimé de manière informelle et rarement écrit. Alors, et même certains détails, ce n'était pas uniforme, pouvaient varier d'un clan à l'autre. Alors, on parle d'influence du Bushido si forte qu'elle s'est imposée au peuple japonais entier et est présente encore aujourd'hui dans la société japonaise. Les personnalités importantes dans le développement du Bushido, il y en a plusieurs, mais j'en ai retenu deux. Alors, Shoko Yamaga, alors, quand on voit l'année, 1622-1685, on se souvient de l'époque Edo, on parle de 1603. Alors, au début de l'époque Edo, le Bushido, ça descend de concepts confucianistes, alors l'homme supérieur. Alors, lui avait en place un ébauche de code, il a codifié le Bushido, alors dans sa forme. Et puis la deuxième personne, c'est le Nitobe Inazo. Alors lui, c'est après la réforme Meiji, l'époque Meiji, l'idée d'écrire ce livre-là, le Code du samouraï, l'âme du Japon, Bushido. Ça a été publié en 1899 en langue anglaise. Alors, c'est comme et lui, dans son idée, ben, il voulait faire comprendre aux Occidentaux le pourquoi que la société japonaise se comportait comme elle se comporte, qui était
de beaucoup différentes à ce que les Occidentaux connaissaient. Alors, à travers ce livre-là, j'essayais de leur expliquer le pourquoi. Et on a juste à penser que pendant l'époque Edo, mais le pays a été fermé pendant 250 ans, ça fait qu'il s'est mis en place des façons de faire qui ont été différentes de ce qui se passait dans notre monde occidental. Alors, il a fait ça. Puis là, après ça, ça a été traduit au Japon. Il y a eu une première traduction en 1908, mais on dit que la traduction faite par Tadao Yanehara en 1938, c'est celle qui devient la référence pour les Japonais. Et bon, alors comme je disais tantôt, Nitobe, voyant disparaître peu à peu les coutumes ancestrales lors de la restauration de la Meiji, décida d'écrire le Bushido afin de condenser par écrit les multiples préceptes des samouraïs. Alors, il rappelle dans son livre l'histoire des samouraïs, leur culture, leur initiation, leur entraînement rigoureux et explicite, et les 7 valeurs fondamentales qui constituent le Bushido, le code d'honneur du samouraï. Alors, ces valeurs structurent encore aujourd'hui la société et l'âme japonaise, et on parle de justice, courage, bienveillance, politesse, sincérité, honneur et loyauté. Alors, ça, c'est le petit livre comme tel. Et regardez, le portrait d'Inazo Nitobe. En tout cas, je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui l'ont lu. Nitobe, c'est un intellectuel, philosophe, intellectuel. Alors, c'est un livre qui est, moi, dans ma tête, que j'aurais pensé qu'il aurait été simple à lire, simple à comprendre, mais il fait beaucoup de références à des philosophes occidentaux là-dedans, même de la Grèce ancienne. C'est pas un livre facile à lire, hein, je vais dire ça de même. Mais je vous encourage à le parcourir. Alors, les valeurs du code moral de judo. Lorsqu'il a créé le judo, Jigoro Kano voulait extraire du jujitsu un moyen d'éducation du corps de l'esprit adapté à l'éducation de toute une nation. Depuis sa création, l'enseignement du judo est accompagné de l'inculcation au judoka de fortes valeurs morales. Certaines valeurs du judo sont donc directement extraites du Bushido. Alors, et là, notre code moral que nous avons ici, au Québec, au Canada et un peu partout dans le monde, mais je dirais ça vient de la France. Chozo Awazu a fait partie de ce comité-là qui s'était mis en place. Ça a été créé en 1985 sous la direction de Bernard Midan. Alors, moi, je ne connaissais pas ce monsieur-là. Il fallait fouiller un peu dans sa vie, là. Sur la base du Code d'honneur et de morale du Collège national des ceintures noires proposé par Jean-Lucien Jazarin, sur la base du texte de Inazo Nitobe. Alors, et là, on trouve la politesse, le courage, la sincérité, l'honneur, la modestie, le respect, le contrôle de soi et l'amitié. Au judo, les valeurs morales sont plus importantes que la technique elle-même. Les nombreux saluts exécutés durant la pratique sont également la marque la plus visible du respect qui régit le judo. Alors, les valeurs du code moral, Judo Québec. Alors, il y a un document, j'ai mis le lien en bas là, sur le site de Judo Québec où on retrouve c'est un document d'une dizaine de pages qui explique là, chacune des valeurs là, du judo. Et vous avez aussi, j'ai vu qu'il y avait un kit sur le code moral du judo là, qui était disponible là, à Judo Québec. Donc là, Vincent, tu vois, je te fais la publicité. Alors, bon, petit traité de morale à l'usage des pratiquants et des professeurs. Alors, Kano Jigoro est passionné par l'enseignement et notamment par la formation des professeurs. Meilleur moyen de toucher le plus grand nombre de personnes possible. Alors, ça, c'est absolument vrai. Puis nous-mêmes, au comité provincial des grades, vous êtes vraiment là, les personnes qui est en contact avec vos étudiants et que vous êtes les personnes qui sont les mieux placées pour les influencer. Mais vous êtes les personnes qui vont les influencer là,
tout au long de leur cheminement là, dans le judo. Alors, pour Kano Jigoro, un professeur, c'est avant tout un exemple. Bien entendu, il est le premier pratiquant du dojo dans lequel il enseigne, premier dans le sens de la régularité, de l'implication du comportement. Sa vie privée également, ça doit être exemplaire puisqu'il doit faire comprendre par ses actes autant que par ses mots pourquoi et comment appliquer les principes appris dans le dojo, dans la vie quotidienne. Et, il faut qu'il en soit ainsi quand je pratique le judo, le faire en voulant, par cette pratique, pouvoir me réaliser et contribuer à la société. Et lorsque je l'enseigne, tâcher de faire en sorte que chacun améliore au mieux son corps et contribue au maximum à la société. J'ai mis les références. Alors, c'est un discours qu'il avait fait en 1918. Bon, ben là, je vous ai mis ça. Alors, si ça vous intéresse, dans la thèse de doctorat là, de Yves Cadeau, je vous ai mis le lien là. Alors, de la page, c'est d'une même pas 40 pages là, à lire. Il va parler là, petit traité de morale à l'usage des pratiquants et petit traité moral à l'usage des professeurs. C'est une bonne réflexion, quelque chose qui serait, si ça vous intéresse, d'aller consulter. Alors, j'ai mis des termes de vocabulaire. Alors, il y a plusieurs mots que je connaissais là-dedans, puis il y en avait d'autres que je ne connaissais pas. Alors, je les ai mis à titre de référence, si vous voulez les consulter. Et puis, en conclusion, ben, c'est ça. Alors, qu'est-ce que j'ai retenu de ça? C'est le but ultime du judo et le but ultime de l'être humain. Et je considère qu'il s'agit de l'épanouissement de soi pour le bénéfice de l'humanité. Alors, c'est votre mission, grandir pour pouvoir vous épanouir et ainsi en faire bénéficier l'humanité. Et qu'est-ce que j'ai trouvé intéressant? C'est comme, ils veulent pas qu'on soit tous des Mères Teresa, je vous le dis tout de suite. Alors, il dit, Kano, il dit, pensez à vous dans vos actions, dans qu'est-ce que vous faites, mais en pensant à vous, vous allez contribuer de façon directe ou indirecte à l'amélioration des autres, au bien-être des autres, puis par le fait même, bien, en faisant ça, bien, c'est contribuer à la société. Alors, je vous ai mis le lien encore là sur le Kodokan Judo Institute. C'est une citation de Jigoro Kano. Je termine. Kodokan, ben, judo, c'est une histoire sans fin. Alors, ça, c'est qu'est-ce qui apparaît là, sur le Kodokan Judo Institute. Là, son statement, là, cette phrase-là. Alors, c'est l'image de la fin. Et je vous remercie beaucoup de votre attention. Là, j'ai dépassé un petit peu. Alors, si vous avez des commentaires, des questions,